Imagine un monstre blindé capable d'avancer là où même la Terre semble avoir renoncé, dans des marécages contaminés, sous la neige profonde, au milieu d'un monde brisé. Une machine conçue non pas seulement pour survivre à une catastrophe totale, mais pour continuer à avancer comme si de rien n'était. Et maintenant, imagine que ce monstre a réellement existé, qu'il a été construit en métal, testé, conduit et présenté aux plus hauts dirigeants. 4 chenilles au lieu de 2. Un moteur développant presque 1000 chevaux. Un canon si puissant qu'il semblait destiné non pas à un champ de bataille ordinaire, mais à une guerre d'un autre âge. À l'intérieur, pas un simple compartiment de combat, mais un espace fermé, étouffant, plus proche d'un sous-marin que d'un char. Voici l'objet 279, sans doute la création la plus étrange, la plus inquiétante et la plus absurde de toute l'ingénierie blindée soviétique. Pourquoi un tel engin a-t-il vu le jour? Quelle menace était jugée si terrible qu'elle justifiait une machine aussi excessive? Et surtout, pourquoi ce projet a-t-il été ensuite discrètement enterré, presque effacé de l'histoire? Derrière ce char se cachent des décisions troublantes, des idées extrêmes et des projets dérivés dont certains n'auraient jamais dû quitter les planches d'à dessin. Dans cette vidéo, tu découvriras des détails longtemps tenus à l'écart du public, des solutions techniques dérangeantes, des choix qui frôlent l'irrationnel et une logique militaire poussée jusqu'à l'absurde. Et plus tu avanceras, plus une chose deviendra claire. Ce char n'était pas seulement une arme, c'était une vision du futur, froide, démesurée et profondément inquiétante. Reste jusqu'au bout, car la révélation finale change complètement la manière dont on perçoit cette machine. Au milieu des années 50, à une époque où les ingénieurs pensaient sérieusement à concevoir des machines capables de continuer à fonctionner après une frappe nucléaire, une idée est née qui semblait étrange, même selon les standards déjà radicaux de l'industrie militaire soviétique. On ne voulait pas d'un char rapide, ni d'un modèle élégant, ni d'un produit facile à fabriquer en série. Ce que l'on cherchait, c'était une déclaration technologique. Une machine qui ne se contenterait pas de rouler et de tirer, mais qui serait capable de traverser un monde dévasté, des marécages, des champs enneigés, des zones rendues impraticables par les bombardements et les radiations. Cette vision n'était pas fondée sur des tactiques classiques, mais sur une forme d'anticipation stratégique presque paranoïaque. Les planificateurs militaires soviétiques imaginaient une guerre future qui ne ressemblerait à aucune autre. Ils s'attendaient à un conflit sans ligne de front, sans route, dans des paysages totalement détruits. Dans ce contexte, même les chars lourds classiques devenaient soudainement inutiles. Trop lourds pour les sols meubles, trop hauts pour résister aux ondes de choc, trop dépendants de la logistique. C'est ainsi qu'est née la nécessité de créer une machine capable d'ignorer littéralement le terrain. La mission fut confiée aux bureaux d'études les plus expérimentés du pays. Des ingénieurs déjà familiers avec les projets extrêmes commencèrent à travailler ensemble sur un engin qui n'allait plus respecter aucune règle. Dès le début, il fut décidé que ce ne serait pas une simple évolution d'un modèle existant, mais quelque chose de totalement nouveau. La solution retenue fut immédiatement radicale. Un châssis équipé de 4 chenilles, et non 2, non pas pour l'esthétique, mais pour répartir le poids sur une plus grande surface et éviter l'enlisement. Ce choix, à lui seul, montre bien la logique interne, ou plutôt l'homologisme fonctionnel du projet. Tandis que les armées du monde entier cherchaient à alléger leurs véhicules, ici on allait dans la direction opposée. Plus de poids, plus de mécanismes, plus de systèmes complexes. Chaque problème rencontré semblait devoir être résolu non par simplification, mais par ajout. Ce n'était plus un char, mais un laboratoire roulant sur chenilles, construit pour une terre post-apocalyptique. Dès les premières étapes de conception, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'un projet comme les autres. Plusieurs usines réparties à travers l'Union soviétique furent mobilisées pour fabriquer les différentes parties, le châssis, la tourelle, le moteur. Avant même qu'une seule pièce métallique ne soit produite, une maquette en bois à l'échelle réelle fut construite. Et déjà, cette maquette avait quelque chose de dérangeant. Plate, large, sans les lignes familières d'un char traditionnel. Elle ressemblait plus à un vaisseau expérimental qu'à un blindé. Les concepteurs voulaient y résoudre un défi. Comment protéger un véhicule non seulement contre les tirs ennemis, mais aussi contre les effets environnementaux extrêmes, chaleur, pression, radiation. Leur réponse ne fut pas la discrétion, mais l'exagération. Le centre de gravité devait être bas, le blindage presque impénétrable, la forme aérodynamique pour détourner les ondes de choc. Même le poste du conducteur fut placé de manière inhabituelle,
profondément encastré entre les chenilles, comme dans une capsule technique isolée. Plus le développement avançait, plus le projet prenait une tournure irréaliste. Il était trop complexe pour être produit rapidement, trop lourd pour être transporté facilement, trop spécifique pour être utilisé dans des conflits classiques. Pourtant, il fascinait. Non pas par son efficacité, mais par ce qu'il représentait. C'était la preuve que, libérée de toute contrainte économique ou logistique, l'ingénierie soviétique pouvait aller jusqu'au bout de ses idées, même les plus extrêmes. À ce stade, alors que les premiers éléments en acier prenaient forme, l'objet 279 n'était plus seulement un projet militaire, il devenait un symbole. Le symbole d'un moment où l'on croyait encore que la technologie, poussée à ses limites, pouvait tout résoudre, même au prix de l'absurde. Lorsque les croquis et les maquettes en bois cédèrent enfin la place au métal, le projet perdit sa pureté théorique. L'idée prit du poids, au sens littéral comme au figuré. Construire ce char ne ressemblait en rien à la production habituelle. Chaque composant était si complexe qu'il aurait pu constituer un projet indépendant. La tourelle, le châssis, le moteur, chacun venait d'une usine différente, dans une chaîne logistique qui tenait davantage de la chorégraphie industrielle que de la fabrication militaire standard. Avant même que le premier exemplaire ne soit entièrement assemblé, certaines parties furent testées séparément, modifiées, renforcées, puis à nouveau repensées. L'armure fut épaissie à plusieurs reprises, les systèmes internes furent corrigés, et chaque mise à jour rendait la machine plus massive, plus dense, plus difficile à gérer. À mesure que le projet progressait, il devenait de moins en moins un véhicule militaire et de plus en plus un prototype technologique, presque expérimental. Lorsque le premier châssis et la première tourelle furent enfin réunis, on assista à une série d'essais intenses. L'engin, lent mais résolu, roula sur des terrains artificiels conçus pour simuler les pires conditions imaginables. Il parcourut des centaines de kilomètres, tandis que des équipes d'ingénieurs enregistraient chaque vibration, chaque anomalie, chaque degré de variation thermique. Le moteur fonctionna pendant des dizaines d'heures sans interruption, non pas pour démontrer sa performance, mais pour exposer ses faiblesses. Et il y en avait beaucoup. Malgré ces problèmes, le char fut présenté à une élite restreinte de responsables militaires et politiques. Ce moment avait quelque chose de théâtral. On ne leur montra pas une machine de guerre classique, mais une masse roulante, lourde et imposante, qui semblait venue d'un autre monde. Tout dans sa forme, sa structure, son comportement visait à impressionner. Et cela fonctionna, pas parce que le véhicule était pratique, mais parce qu'il était total. Il incarnait l'ambition démesurée d'une époque où l'on croyait encore que l'excès était synonyme de puissance. Mais derrière la façade monumentale, les limites devenaient de plus en plus visibles. Chaque essai entraînait de nouveaux retards. Des composants n'arrivaient pas à temps. Des ajustements en appelaient d'autres. Sur les 3 prototypes initialement prévus, un seul fut entièrement monté. Un second fut achevé plus tard, dans l'urgence, tandis que le 3e resta à l'état de pièces éparses. Le projet, qui avait débuté comme une avancée technologique, se transforma progressivement en course contre lui-même. Et pourtant, malgré cette lente désintégration logistique, de nouvelles idées naissaient déjà à partir de cette base. Un char amphibie, une version équipée d'un canon encore plus puissant, un modèle à turbine à gaz, un système de missiles guidés, des concepts aussi fous les uns que les autres, pensés pour un châssis déjà incapable d'exister dans la réalité opérationnelle. Tout cela resta sur le papier, car si la machine de base n'arrivait pas à rouler sans problème, pourquoi construire ces fantasmes dérivés? Au final, le premier prototype roulait, tirait, impressionnait. Il fonctionnait, au moins en partie. Mais il montrait aussi, sans détour, à quel point on s'était éloigné de la notion même de véhicule de combat. Trop coûteux, trop lourd, trop lent, trop complexe pour un usage réel, et pourtant fascinant. Car en lui se lisait une logique jusqu'au boutiste, celle qui dit que chaque problème technique a une solution, quitte à ce que cette solution soit une absurdité d'acier, de câbles et de soupapes. Une machine qui fonctionnait presque malgré elle, et qui illustrait parfaitement cette étrange époque où les rêves d'ingénieurs devenaient des labyrinthes mécaniques sur chenilles. À première vue, celui qui observait cette machine de l'extérieur ne pouvait pas imaginer à quel point l'intérieur défiait toute logique. Sa silhouette basse obligea les ingénieurs à réorganiser complètement l'espace intérieur. Le poste de conduite, par exemple, n'était pas situé à l'avant comme dans un char classique, mais enfoncé profondément entre les 4 chenilles, dans une sorte de capsule technique isolée du reste. Le conducteur y était littéralement enchâssé.
cerné par les parois du blindage et par une forêt de câbles, de leviers et d'indicateurs. Devant lui, un tableau de bord surchargé d'aiguilles, de voyants et de boutons exigeait une concentration constante. Pour voir l'extérieur, il disposait de plusieurs périscopes, mais son champ de vision restait limité. En conditions nocturnes, il devait basculer sur des dispositifs de vision nocturne, ce qui transformait la conduite en une expérience sensorielle presque abstraite. Deux issues étaient prévues pour lui, une trappe sur le toit et une sortie de secours sous le plancher en cas de blocage complet. Une possibilité qui n'était pas qu'hypothétique, vu la densité de la structure. Le cœur du char était occupé par le compartiment de combat, une pièce étroite mais remplie de technologie. Pour compenser l'espace limité et faciliter les mouvements, les concepteurs eurent l'idée d'un plancher tournant, solidaire de la tourelle. Ainsi, à chaque rotation, les membres d'équipage pivotaient avec l'arme principale, comme dans un manège militarisé. Le commandant et le tireur se trouvaient à gauche du canon, assis l'un derrière l'autre, tandis que le chargeur se trouvait à droite. Chacun avait son propre siège réglable, souvent pliable, mais l'espace restait réduit à l'essentiel. Autour d'eux, une forêt de dispositifs, télémètres, optiques, radio, commande du stabilisateur, interphone, capteur. La majorité des actions se faisaient manuellement, mais assistées par des systèmes électro-hydrauliques. Un extracteur de gaz évacuait les fumées après chaque tir, et un surpresseur maintenait une pression intérieure pour empêcher les gaz extérieurs, potentiellement toxiques, de s'infiltrer. Même l'air chaud du moteur était recyclé, filtré et redistribué dans l'habitacle pour maintenir une température minimale en conditions extrêmes. La tourelle elle-même abritait une mini-infrastructure autonome. Le commandant bénéficiait d'une coupole avec 5 dispositifs de vision et un périscope central, remplaçable par un viseur nocturne. Une lampe infrarouge permettait l'éclairage des cibles dans l'obscurité. Même le nettoyage des optiques était prévu. Une petite brosse mécanique était montée pour éviter l'accumulation de poussière ou de boue. Le tireur avait également sa propre optique directionnelle, mais avec un champ limité. Pour s'adapter à ces dispositifs, les sièges étaient réglables en hauteur. Certains étaient montés sur le plancher rotatif, d'autres fixés plus haut, suspendus aux parois internes. L'accès à la tourelle se faisait par 2 trappes principales, une pour le commandant et le tireur, une autre pour le chargeur. Ces ouvertures étaient étroites, renforcées, et conçues pour se refermer hermétiquement en cas de danger NBC, nucléaire, biologique, chimique. Chaque siège était équipé de coussins, mais cela ne suffisait pas à compenser l'austérité de l'espace. On ne s'asseyait pas ici pour le confort, mais pour accomplir des gestes précis, dans un environnement où la moindre erreur pouvait déclencher une réaction en chaîne de système. Tout dans cette machine parlait de contraintes. Les membres d'équipage n'étaient plus vraiment des soldats en uniforme, mais des opérateurs d'une machine excessive, immergés dans une sorte de cockpit blindé. Le niveau d'automatisation était à la fois impressionnant et inquiétant. Il ne restait presque plus de place pour l'intuition humaine. C'était une logique d'usine intégrée dans une arme de guerre. Ainsi, l'intérieur du char révélait autre chose qu'un simple compartiment technique. Il révélait une intention, celle de transformer l'homme en partie intégrante de la machine, d'imposer à l'équipage une logique mécanique absolue. Et dans cet espace clos, compartimenté, saturé de commandes et d'instruments, le vrai visage de l'objet 279 apparaissait enfin, non pas comme une arme, mais comme une expérience totale, où la technologie, poussée à l'extrême, devenait presque inhumaine. Lorsqu'on se demandait ce qui faisait réellement avancer cette machine, la réponse n'était pas simplement un moteur, mais un système entier de propulsion digne d'un engin spatial terrestre. À l'arrière du châssis, un moteur diesel à 16 cylindres, disposé en forme de hache, développait près de 1000 chevaux, une puissance inimaginable pour un véhicule terrestre de cette époque. Mais cette puissance n'avait pas pour but la vitesse. Elle devait déplacer une masse d'acier de près de 60 tonnes à travers des terrains où aucun autre char n'aurait osé s'aventurer. Le démarrage de ce moteur n'était pas une simple opération. Il nécessitait une coordination entre l'électricité, la pression d'air et même des systèmes de préchauffage en cas de températures extrêmes. Tout était pensé pour garantir le démarrage dans les pires conditions imaginables. La gestion thermique, elle, relevait de la prouesse technique. De nombreux radiateurs, éjecteurs, échangeurs et soupapes formaient un réseau complexe destiné à empêcher la surchauffe ou le gel. On avait littéralement créé un système de survie pour le moteur. La transmission était à l'image du reste, tout sauf simple.
Un système hydromécanique sophistiqué, sans embrayage principal, permettait de passer les vitesses sans rupture de couple. Le levier de commande offrait plusieurs modes, y compris un mode automatique, dans lequel la boîte choisissait elle-même le rapport selon la vitesse du véhicule. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Mais chaque progrès technique ajoutait aussi du poids, de la complexité, et une charge de maintenance difficilement soutenable sur le terrain. Et pourtant, malgré tout cela, le char pouvait rouler à une vitesse maximale de 55 km/h sur route. Ce n'était pas un record, mais l'objectif était ailleurs. Ce véhicule devait se mouvoir là où les autres s'enfonçaient. Grâce à ses 4 chenilles indépendantes, répartissant le poids sur une large surface, la pression au sol restait incroyablement basse, à peine supérieure à celle d'un véhicule léger. Il pouvait littéralement traverser des marécages comme un insecte géant, sans jamais rester coincé. La suspension était elle aussi un défi technique inédit. Plutôt que de recourir aux traditionnelles barres de torsion, les ingénieurs optèrent pour une suspension hydraulique haute pression. Chaque groupe de roues était monté sur un bras indépendant, avec des amortisseurs capables d'absorber de violents chocs sans compromettre la stabilité. Le résultat, un mouvement fluide, presque élégant, pour un engin aussi massif. Il est même rapporté que les prototypes équipés de suspensions pneumatiques, testés parallèlement, offraient une souplesse encore plus impressionnante. Mais ces essais furent abandonnés avec le projet. Les chenilles elles-mêmes étaient un design unique. Composées de maillons en titane, elles avaient été conçues pour résister à l'abrasion, aux pressions extrêmes et à la fatigue mécanique. Leur largeur de presque 60 cm garantissait une stabilité et une adhérence sans égale. Mais toute cette sophistication avait un prix. La réparation sur le terrain était une tâche monumentale. Un seul défaut dans le système de traction pouvait immobiliser tout le véhicule pendant des heures. Autre détail étonnant, ce char était conçu pour traverser des rivières en immersion totale, des dispositifs spéciaux d'alimentation en air, des systèmes d'étanchéité, des pompes à eau et même une boussole gyroscopique permettaient au char de se repérer et de fonctionner à plusieurs mètres sous l'eau. Préparer une telle traversée prenait une vingtaine de minutes, une éternité en situation de combat. Mais le simple fait que cela fût possible montrait jusqu'où l'on était prêt à aller pour vaincre l'environnement. Finalement, l'ensemble propulsion-transmission-suspension formait un organisme autonome. Chaque mouvement, chaque vibration, chaque montée de température était analysée, compensée, régulée. Ce n'était plus simplement un char, c'était un système vivant dont la moindre action devait être anticipée, assistée, surveillée. Et dans cette quête de maîtrise totale, la logique technique s'était peu à peu détachée du réel. Car si l'objet 279 pouvait franchir presque n'importe quel obstacle, il restait prisonnier de sa propre complexité. Un géant capable d'évoluer partout, sauf dans un monde pratique. Dans un monde où un char est censé soit avancer, soit tirer, celui-ci voulait tout faire, mais à un niveau si extrême que cela frôlait l'absurde. Son arme principale était un canon rayé de 130 mm, doté d'un frein de bouche massif, d'un éjecteur de fumée et d'un système de rechargement semi-automatique si complexe qu'il ressemblait davantage à un robot d'usine qu'à un mécanisme militaire. Le chargeur n'avait pas disparu, mais son rôle était devenu étrange. Il devait positionner manuellement la charge propulsive sur un plateau, puis activer la mise en chambre par pression d'un bouton. Le projectile était automatiquement introduit en premier. Un signal lumineux indiquait le moment précis où l'angle de chargement idéal était atteint, à 0,5 degrés près. Toute la procédure ressemblait plus à une chorégraphie industrielle qu'à une manœuvre de combat. Mais cette sophistication permettait une cadence de tir de 6 à 7 coups par minute, une prouesse pour un engin aussi massif. Le canon était couplé à une mitrailleuse lourde de 14,5 mm, servant à la fois d'arme d'appoint et de repère de visée. L'équipement de visée était tout aussi excessif, un télémètre stéréoscopique, un viseur périscopique avec un grossissement de 8 fois, une lunette de nuit, un stabilisateur électro-hydraulique à 2 axes. L'arme pouvait ainsi tirer en mouvement avec une précision remarquable, du moins en théorie, car chaque tir mobilisait une armée de servomoteurs, d'hydraulique, de circuits et de vérins, comme si la technologie entière du char devait s'aligner à chaque obus. Le commandant pouvait également prendre le contrôle de la rotation horizontale de la tourelle, mais pas du guidage vertical. Ce détail, resté sans explication rationnelle, révélait l'un des paradoxes du système. Pire encore, en mode automatique, le stabilisateur pouvait bloquer l'ouverture de la trappe du conducteur, ce qui aurait empêché toute évacuation rapide.
Une faille insensée pour un véhicule censé affronter les pires scénarios. Mais rien dans ce char n'égalait le niveau de protection qu'on lui avait accordé. Sa structure entière était pensée pour survivre à des menaces que peu de véhicules auraient pu affronter. La tourelle atteignait une épaisseur frontale de plus de 300 mm, les flancs étaient renforcés, les angles soigneusement étudiés pour dévier les projectiles. Même les armes anti-chars de 122 mm, tirant à plus de 900 mètres par seconde, n'auraient pas pu pénétrer son blindage frontal dans une large zone. Et comme si cela ne suffisait pas, l'intérieur était protégé contre les effets d'une explosion nucléaire, un système de surpression, des joints pneumatiques, un capteur UV déclenchant la fermeture automatique des ouvertures en moins de 0,4 secondes. L'air était filtré à 99,5% par des cyclones et pressurisé par un surpresseur électrique. Même les canons et les mitrailleuses étaient équipés de soufflets gonflables pour éviter les infiltrations. Le tout était complété par un système anti-incendie automatique, déclenché par des capteurs thermiques. Ce n'était pas un char, c'était une forteresse roulante, une réponse technologique totale à toutes les menaces imaginables. Mais c'est justement là que résidait le problème. Chaque système ajouté alourdissait l'ensemble. Chaque solution technique créait de nouvelles contraintes. Le projet était devenu une spirale où l'obsession de la protection et de la puissance avait écarté toute considération pratique. Au final, l'objet 279 représentait bien plus qu'un engin militaire. Il incarnait une idée poussée à son extrême, celle selon laquelle la technologie, si elle est suffisamment avancée, peut tout résoudre. Mais cette idée, traduite en acier, en câble et en soupape, avait abouti à une machine qui pouvait tout faire, sauf être utilisée. Une créature de métal conçue pour un monde qui n'a jamais existé. Et peut-être justement pour cela, une des plus fascinantes que l'ingénierie militaire ait jamais produite.